Bienvenue à la nouvelle série des webinaires. Je suis Cathy Bourgeois et je vous présente ce webinaire de ce jour. Avant de commencer cette séance, voici quelques petits points d'attendance. Pour les participants qui écoutent en français, vous voulez cliquer sur le mot « floor » qui est en bas à gauche de votre écran et sélectionner le français. Pour suivre les présentations PowerPoint en anglais, vous cliquez sur le mot « Présentation » sur l'onglet à gauche de l'écran. Et pour suivre la présentation en français, vous pouvez télécharger la présentation en cliquant directement sur le document du côté droit de cet écran. N'hésitez pas à télécharger les deux présentations en anglais et en français. Il y aura une foire aux questions pour les 5 dernières minutes de ce webinaire. Si vous voulez soumettre votre question, vous allez sur le mot « Toolbar » à droite, vous cliquez sur les messages et ensuite « Participants » afin de taper votre question. Nous allons donc commencer. Encore une fois, mon nom est Cathy Bourgeois, je suis une travailleuse sociale. Je travaille au Centre des intervenants des enfants à Seastar en Nouvelle-Écosse, à Halifax. Je pense que j'ai sauté une diapositive, je ne suis pas certaine. Donc, Seastar est un centre pour les enfants et les jeunes. En tant qu'intervenante, j'apporte un soutien neutre aux familles et aux enfants qui viennent dans le centre pour des entretiens. Aujourd'hui, en tant qu'intervenante, j'ai développé certains ateliers psychopédagogiques pour les familles et l'on m'a demandé de faire une présentation à ces sujets et ces ateliers que j'ai élaborés. Je vais vous parler un petit peu de la fonction de ces ateliers dans mon rôle en tant qu'intervenante et je vais vous en parler ainsi que l'histoire, l'intention et vous donner un aperçu du contenu ainsi que les résultats, les évaluations et comment on espère progresser à partir de là. De toute évidence, je pense que vous savez tous où est ce centre de soutien pour les enfants. Nous aidons les enfants et les familles lorsqu'il y a des accusations de mauvais traitement et qu'il y a des enquêtes. Nous sommes ici au EWK, le centre hospitalier de Halifax. Notre responsabilité principale avec mon rôle, c'est d'aider les gens les jours des entretiens d'enquête et de leur permettre de mieux naviguer le système et de savoir ce qui se passera ensuite, surtout en ce qui concerne les traumatismes et combien les fournisseurs de soins de santé peuvent aider les personnes qui font l'expérience de traumatisme. Nous avons commencé ces ateliers psychoéducationnels en 2012. J'ai commencé à travailler ici en 2014. Nous avons commencé à faire ces ateliers en 2015. Et l'origine de celle-ci, c'est que l'on avait réalisé qu'il y avait nombre de questions assez similaires qu'avaient les fournisseurs de soins de santé lorsqu'ils venaient aux entretiens avec les enfants. Donc, on était vraiment c'était vraiment le début d'un processus qui peut être vraiment débilitant pour les familles. Ce que l'on a remarqué, c'est que ces questions similaires sont par exemple, qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Que se passe-t-il dans sa tête? Qu'est-ce que je devrais considérer? Et qu'est-ce que je peux faire en tant que fournisseur de soins de santé afin d'aider mieux l'enfant? Ce que nous avons en fait remarqué, c'est qu'il y avait une longue liste d'attente entre le fait de voir nos familles ici au centre et comment nous pourrions connecter les personnes avec des soutiens de conseil au sein de la collectivité. Ces listes d'attente pouvaient être de 6 mois. Ces questions en particulier pouvaient être résolues quelquefois avec un temps la famille était
connecter avec un thérapeute ou pas lorsqu'ils ont des sessions hebdomadaires d'1 heure. Donc on voulait leur permettre de répondre à ces questions afin d'habiliter les parents et qu'ils sachent, bon voilà, ce comportement me paraît logique, voici ce que je devrais rechercher, voici quelques idées aussi comment je pourrais aider mon enfant par exemple. Donc les besoins et les services sont spécifiques à chaque collectivité. Pour nous, cela concernait vraiment le trauma et le rôle que les parents peuvent avoir. Il y a tellement d'espoir pour la guérison au niveau des traumas, donc on voulait pouvoir aider les parents à faire tout ce qu'ils peuvent. C'est vraiment de considérer où en sont les gens afin de leur permettre d'obtenir des ressources et de considérer aussi les lacunes au niveau de la collectivité. Nous n'avions aucune ressource à l'origine pour ces ateliers. Donc j'ai commencé vraiment avec ce que j'avais sur mon bureau. Mais c'était correct. On a présenté ces ateliers avec des PowerPoint et nous avons fait un peu de recherche. Nous avons des connaissances dont les personnes peuvent bénéficier. Donc j'ai commencé à penser pour savoir si je devais présenter ces ateliers le soir et puis venir plus tard le lendemain. C'est vraiment pour adresser les lacunes. Donc quelquefois, on se dit qu'on fait vraiment de gros efforts et que c'est très difficile de le faire, mais c'était un point de départ. Surtout, on pouvait considérer les lacunes et qu'on voulait pouvoir répondre aux besoins des gens. Et surtout de définir les besoins tout d'abord et de trouver les ressources qui pourraient aider la collectivité. Donc, on avait vraiment du mal au début et on l'a déterminé au fur et à mesure. Nous avons exploré différentes voies au niveau de ces ateliers. À l'origine, on a établi ces ateliers, mais on se disait, il y a tellement de contenu, quel est le traumatisme, quels sont les symptômes du trauma, il y a tellement de différents éléments. Donc, à l'origine, on voulait développer une série entière, dire aux parents, voilà, je vais m'inscrire à 6 différentes sessions et y participer. C'était plus simple au niveau de la planification, mais on a découvert en fait que c'était une barrière pour l'accès des services parce qu'un parent ne pouvait peut-être pas participer à 6 des sessions, mais pourrait participer à un atelier, puis revenir pour un autre. Et peut-être qu'ils avaient besoin de faire certains ateliers, de les pratiquer à la maison et ensuite de revenir. Une autre question fréquente, c'est qui peut participer à ces ateliers? À l'origine, on pensait que ce serait seulement pour les clients de C-Star qui pourraient participer à ces ateliers. La raison était pour s'assurer que les gens aient un espace sécuritaire lors des participations. Et qu'aussi un atelier pour aider les parents qui ne sont pas en cause, mais qui veulent aider les enfants qui ont été touchés. Et ces parents ou les fournisseurs de soins ont beaucoup d'émotions liées à la culpabilité et à la honte. Donc, c'est par exemple un sentiment de divulgation au niveau des parents. J'ai échoué à protéger mon enfant, par exemple. C'était des situations difficiles au niveau émotionnel pour les parents. Donc, nous voulions nous assurer d'un espace sécuritaire. Mais nous avons pensé sans équivoque que la collectivité au sens plus large devait être impliquée. Surtout parce que les ateliers semblaient vraiment aider et que l'on a pensé que nombre de personnes pouvaient bénéficier de ces informations, les parents adoptifs, les parents des familles d'accueil. Donc nous voulions nous assurer que d'autres personnes dans la collectivité puissent y participer. Un autre point fort à ce niveau, c'est que cela réduit la peur de la divulgation quand on se rend à un rendez-vous. Parce que
quiconque peut en fait participer à ces ateliers. Ça peut être un parent de famille d'accueil, un parent adoptif. Il y a un troisième groupe aussi qui était concerné, ce sont les professionnels de la santé. Et quand j'ai ouvert mon calendrier à la communauté au sens plus large, j'ai eu de nombreuses requêtes par les professionnels de la santé et qui voulaient participer à ces formations. Donc, il y a eu de nombreuses modifications au niveau de ces ateliers parce que cela change la dynamique du groupe, bien sûr. Donc, il y a certains ateliers qui sont ouverts aux professionnels de la santé et d'autres ateliers sont pour les fournisseurs de soins, plus particulièrement et seulement. Ce que j'ai remarqué lors de ce processus est que les professionnels que j'ai aidés nous envoient maintenant les clients avec lesquels ils travaillent. Donc, ils voulaient tout d'abord participer aux ateliers avant de référer leurs clients. Ce que l'on essaye de faire, on essaye de donner des parkings gratuits pour la voiture, de diminuer les barrières pour participer. Donc, nous faisons vraiment de notre mieux pour aider au transport et la garde d'enfants. Et pourtant, cela a été difficile au niveau de la garde d'enfants. Le point fort à se rappeler, c'est que c'est un processus où l'on apprend au fur et à mesure, on apprend de nos erreurs. Donc ce n'est pas un processus ou des ateliers qui sont vraiment définis. Elles sont modifiées à chaque fois que nous les présentons. Elles se développent en fonction des rétroactions des clients que nous obtenons. Le but de cet atelier, c'est d'habiliter les parents et les fournisseurs de soins. Ce que l'on essaye de faire, c'est de démystifier les traumatismes et d'expliquer aux gens comment on peut en guérir. On essaye de donner des idées vraiment concrètes et pratiques afin de pouvoir aider les enfants. Surtout au niveau du traumatisme et surtout avec les jeunes qui ont subi des traumas. Il y a tellement de raisons d'avoir de l'espoir. Donc on veut vraiment s'assurer que les gens puissent accéder à l'information quand les enfants ont eu des éléments déclencheurs. Donc, et que les personnes puissent se dire, voilà, j'ai différents éléments dans ma trousse à outils que je peux utiliser. En principe, les parents sont assez bouleversés. Très souvent, ils sont même déclenchés au niveau émotionnel. Ils ont de nombreuses peurs à cause de ce qu'a subi les enfants et ils sont inquiets qu'il y ait peut-être un impact permanent au niveau de la vie de l'enfant. Les parents et les fournisseurs de soins des enfants se sentent bouleversés, sans pouvoir. Ils peuvent avoir des réponses émotives très fortes à ce qui se passe avec l'enfant, qui n'est peut-être pas lié avec ce qui se passe dans le moment présent. L'expérience, c'est que peut-être que cela déclenche des émotions non résolues au sein des parents qui projettent leurs émotions et leurs craintes sur l'enfant. Donc c'est un processus normal quand on parle au niveau du trauma. Mais il est dans ce cas-là évidemment important d'aider les parents afin de gérer les situations un peu mieux. En vérité, je n'ai pas beaucoup de temps seul face à face avec l'enfant. Donc je me suis retourné un petit peu vers la formation que j'ai reçue il y a longtemps. Si vous avez seulement 1 heure à passer avec un enfant, en fait, vous le passez avec la personne qui s'occupe de l'enfant, afin qu'ils puissent eux-mêmes aider l'enfant avec lequel ils passent de nombreuses heures. Et qu'ils ont évidemment plus d'opportunités que moi pour aider l'enfant. Donc, personne n'est mieux placé ni n'a plus d'occasion d'aider l'enfant que les parents ou celui qui s'en occupe. Ils sont très concernés par le bien-être de l'enfant, ils passent le plus de temps avec la personne et ce sont eux qui aident l'enfant durant la journée et à dépasser les émotions déclenchées par les traumatismes passés.
nous les aidons à ramener l'enfant au présent. Et cela peut aider les familles, surtout alors qu'ils sont sur des listes d'attente afin d'accéder à des services de la santé mentale jusqu'à ce que ceux-ci soient disponibles. J'aime présenter les principes généraux des traumatismes et que de ce fait, lorsqu'ils vont voir les thérapeutes ou l'école, ils aient une langue, un langage approprié, un point de vue différent et qu'ils comprennent mieux ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant. Si l'on peut comprendre ce qui se passe dans l'enfant, cela permet de comprendre mieux ce que les aides tentent de vous permettre de faire. Donc, des petits trucs, c'est pour nous assurer que vous soyez vraiment informés au niveau du traumatisme. Et on essaye vraiment de conserver la sécurité, d'avoir un environnement qui soit chaleureux. On donne de la nourriture, des boissons. J'essaye toujours d'encourager les gens à être indulgents avec eux-mêmes. On présente différentes idées que les personnes puissent utiliser. C'est vraiment facile pour un enfant d'être vraiment très dur avec lui-même en disant « Oh mon Dieu, je n'ai pas fait ci ni ça ». Donc, on les encourage vraiment à se sentir dans un espace sécuritaire où ils sont tout simplement humains, qu'ils soient indulgents avec eux-mêmes. Et c'est assez naturel dans ce processus que les gens fassent l'expérience de la culpabilité et de la honte. Quand on pense aux parents et à ceux qui s'occupent des enfants, il y a de nombreux amis, l'Internet, etc., qui ne se gênent pas pour dire aux gens comment ils devraient ou ne devraient pas jouer leur rôle de parents. Donc, on essaie vraiment de faire sentir aux parents et à ceux qui aident les enfants de ne pas penser qu'ils font quelque chose de mal. On essaye de planter les graines. On pousse aux gens, s'ils se sentent vraiment bouleversés, qu'ils peuvent se retirer et revenir ensuite à la session une fois qu'ils se sentent mieux au niveau émotionnel. Et tout cela pour conserver un environnement sécuritaire. Le contenu des ateliers s'est modifié avec le temps et est adapté en fonction des saisons et des commentaires. On a 4 ateliers principaux au niveau du contenu. C'est de comprendre le traumatisme, le style de parentage, d'enseigner la pleine conscience. Ce sont des morceaux importants de cet atelier. Et ce sont des parties importantes de ma tentative de répondre à ces questions. Qu'est-ce qui se passe pour mon enfant et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à guérir? Dans ces ateliers, je partage certaines recommandations au niveau des techniques pour se ramener dans le présent pour soi-même ou pour les autres. Je partage quelques idées. Ceci comprend le yoga développé pour le trauma, la méditation aussi. Les participants m'ont fait part de leurs commentaires et dire c'est vraiment difficile pour les gens de se dire je vais seulement commencer à méditer. C'est assez intimidant de commencer, de dépasser la peur, de commencer quelque chose de nouveau. Donc on a développé certains ateliers qui sont plus orientés au niveau des exercices même, par exemple commencer à méditer en groupe, ce qui permettra ensuite d'être plus facile afin de méditer par nous-mêmes, d'aider les gens à s'y retrouver dans le système de justice. A été développé en fonction de questions précises quand il y a des accusations criminelles. Donc on a même un procureur général qui vient prendre part à nos ateliers. Donc voici un petit peu les ateliers que l'on a à notre calendrier pour le printemps et pour l'automne. On offre aussi une série durant l'été. Cet été, je
donne comprendre le trauma, le coaching émotionnel. Et je vais faire cet atelier 2 fois pendant la journée et le soir. Dans le On met le calendrier le plus récent sur le site web de IWK, qui est IWK, qui est le site de l'hôpital. Quand je mets les présentations par PDF, je reçois tellement de questions. Donc si on envoie seulement un lien qui renvoie au site web, c'est beaucoup plus simple au niveau des questions que l'on nous pose, comme par exemple à quelle heure est l'atelier. Ces ateliers sont psycho-éducationnels plutôt que des thérapies de groupe. Ils sont fonction de notre capacité. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de place pour progresser. On en parlera tout à l'heure. Ils sont vraiment orientés au niveau psycho-éducationnel. C'est un format PowerPoint. Et l'on fait ceci afin que les participants puissent venir sans partager leur nom. Ils n'ont pas besoin de poser des questions non plus. Ils peuvent seulement absorber l'information. Et cela peut faire que les gens se sentent plus en sécurité de ne pas avoir à partager leur histoire personnelle. Et ce que j'ai découvert, c'est que les documents que l'on donne sont des documents qui peuvent vraiment aider. Au niveau des PowerPoint qui expliquent le traumatisme et les définissent, ils ne partageront pas leur histoire personnelle, mais les participants peuvent vraiment s'identifier. Et si le participant peut vraiment s'identifier à l'histoire, ils peuvent se dire qu'il n'est pas isolé. Nombre de personnes nous ont dit se sentir en sécurité avec ce format que nous suivons. Donc nous insistons toujours avec les participants que les informations dans ces ateliers, c'est pour informer les parents et leur donner des idées. Mais ce n'est en aucun cas pour remplacer le travail d'autres professionnels de la santé et des travailleurs dans la collectivité. J'insiste toujours sur ce point lorsque je fais mes présentations. J'ai déjà parlé un petit peu de cela. Donc, on développe ces ateliers vraiment pour répondre à des questions plus précises. Par exemple, qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Le parent, quelquefois, est témoin de comportements. Et une fois qu'ils ont suivi cette formation, le comportement de l'enfant leur paraît vraiment logique et ils ont des outils sur ce qu'ils peuvent faire face à l'enfant. On insiste un petit peu au niveau de la pratique à la maison. Il y a des ateliers aussi pour les donneurs de soins qui ont été développés vraiment en fonction des rétroactions de ces donneurs de soins. Les demandes des ateliers, je peux quelquefois y répondre et d'autres fois, je dois attendre d'avoir plus de ressources et plus de personnel. Il y a des choses que nous savons que nous pouvons customiser en fonction du contenu pour ces ateliers, en fonction des gens que nous voulons aider. Je veux parler au niveau du coaching émotionnel. Il y a de nombreuses différentes façons d'aider les personnes à aider à se remettre des traumatismes. Dans cette série en particulier, c'est pour aider les donneurs de soins qui peuvent eux-mêmes aider les enfants d'une façon plus thérapeutique. On a sélectionné ce coaching émotif au niveau de la thérapie orientée pour les familles. Il y a de nombreuses données différentes.
Mais, mais cette stratégie nous paraissait la plus adaptée en tant que présentatrice, par exemple. C'est vraiment important d'ailleurs, parce que si je vous présente cette information, il faut vraiment que je sois à l'aise avec ce que je dis. Ce que nous considérons, c'est que les familles sont vraiment essentielles au rétablissement des enfants pour guérir des traumatismes. Et leur participation améliore la guérison de façon astronomique. Donc c'est vraiment important de les aider à revenir dans le présent et de sentir en sécurité. Cela interrompt ce cycle d'évitement émotionnel et cela permet aussi de développer un espace pour la guérison. On fournit aussi aux parents un cadre pour que les parents puissent travailler avec différentes opportunités de pratique. On peut se concentrer sur le coaching émotif, mais il y a aussi du coaching pour la thérapie familiale. Il y a de nombreux différents domaines. Et nous avons le temps et l'espace de développer ces différents ateliers. Les résultats et les évaluations. Je viens de St. Louis, au Missouri. J'ai reçu une formation très tôt dans ma carrière. Et j'ai appris très tôt à considérer les évaluations et les résultats. Comment est-ce qu'on fait ces choses-là? Est-ce que c'est vraiment efficace? Et que même si on a un programme vraiment fantastique, est-ce que cela répond vraiment aux besoins présents des clients que nous suivons actuellement? Donc on est toujours en train de s'auto-réévaluer et on est toujours en train de se modifier. Et pour nous améliorer la qualité. C'est vraiment un cadre important pour moi de me permettre de me réévaluer, de me réanalyser. Encore une fois, une composante importante, c'est d'identifier les besoins pour modifier les ateliers et les améliorer. Je donnais des ateliers du soir à un moment. Je donnais les 4 séries le soir, afin d'accommoder les horaires des gens. Donc il est vraiment important de rester connecté avec les clients pour nous assurer que l'on fait la bonne chose. Au niveau des financements, c'est aussi important de considérer ces résultats et l'évaluation pour savoir où nous voulons mettre en place nos outils. Et de considérer aussi, par exemple, combien de participants étaient présents et d'identifier leurs besoins afin de dire voici ce que l'on pourrait faire, surtout si nous recherchons du financement. On a des exemples à fournir en disant voici les besoins, voici ce que nous avons fait, voici ce que nous prévoyons de faire. Et donc les commentaires des participants dans ces cas-là, évidemment, est très important. Nous avons commencé à donner ces ateliers en 2015. Cela fait quelques années maintenant. Nous avons eu plus de 1200 participants. C'est assez fou de réaliser l'intérêt que les gens ont pour ces ateliers, surtout que leurs commentaires sont très positifs. Comme je vous disais, on offre ces ateliers 3 fois par an, au printemps, durant l'été et à l'automne. Certains sont des fournisseurs de soins, d'autres sont des professionnels de la santé. Et quelquefois, on donne des ateliers plus spécifiques pour les professionnels. Il est assez incroyable de réaliser le nombre de rétroactions positives que j'ai reçues par les gens.
en disant cela fait 4 ans que nous traversons cette expérience et la semaine dernière, c'était la première fois que je sentais que je pouvais aider ma fille et qu'elle pourrait surmonter ce qu'elle a subi. Ce que j'ai tenté vraiment de faire avec ces ateliers, c'est d'expliquer le concept du traumatisme pour permettre que les gens comprennent mieux afin qu'ils se disent ah, voici une façon saine de répondre à l'enfant. Souvent, quand nous récupérons les informations liées au traumatisme, les parents pensent qu'il y a quelque chose d'anormal avec l'enfant qui a subi ces traumatismes. Donc, de donner le bon message et de le présenter ainsi et en fonction de ce que nous ont dit les participants, leur a apporté beaucoup d'aide. J'ai beaucoup de familles d'accueil des parents adoptifs aussi qui ont suivi ces ateliers. J'étais assez surprise, mais nombre d'entre eux ont suivi la formation de notre service communautaire. Cela m'a permis de comprendre qu'il est essentiel de répéter l'information de nombreuses fois et de différentes façons pour les parents des familles d'accueil, des parents adoptifs qui ont été formés. Mais c'est important peut-être d'entendre tout cela au début du processus. Peut-être qu'ils n'ont pas encore rencontré l'enfant. Et qu'ils pensent lors des formations, c'est certainement pas quelque chose dont j'aurai besoin plus tard. Et puis qu'une fois qu'ils sont dans la situation même avec l'enfant, ils réalisent qu'ils en ont besoin. Donc la répétition des ateliers, c'est important. Souvent, les gens n'entendent pas la première fois les informations dont on leur fait part. Donc il est important de répéter ces ateliers. Nombre d'éducateurs ont suivi aussi ces ateliers, surtout les travailleurs de la petite enfance et les autres professionnels de la collectivité. À peu près la moitié des personnes qui ont participé à ces ateliers n'avaient reçu aucune formation au niveau du traumatisme. Donc évidemment, nous avons réalisé qu'il y avait une lacune au niveau de la collectivité. On fait un sondage d'évaluation après chaque atelier. Donc on demande aux gens s'ils pensaient que c'était intéressant, si c'était pertinent, s'ils se sentaient en sécurité. Et vous pouvez voir ici que les réponses vraiment majoritaires sont positives. Nombre de personnes disaient qu'ils recommanderaient cet atelier à d'autres, qu'ils comprennent beaucoup mieux les questions en jeu. Donc 96% des personnes ont dit que c'était intéressant. Donc ils nous ont donné une note de 4 ou de 5 sur leur évaluation. Je crois que ce sont les chiffres de l'année passée. Nous avons eu différentes banques de données au cours de ces ateliers que j'ai donnés. Donc, nous avons aussi modifié la façon des prises de données et de la gestion des données pour permettre de mieux suivre et d'améliorer nos ateliers. Ceci est plus particulier pour les ateliers qui permettent de comprendre les traumatismes, parce que je n'en parle pas autant que cela dans les autres ateliers que je donne. Voici l'une des questions que je considère systématiquement. C'est moi-même qui lis toutes les réponses et qui rentre les données pour m'assurer d'être bien en harmonie avec ce que disent les participants. 97% des participants présents à ces ateliers voulaient suivre
encore un atelier avec la même présentatrice dans le futur. Cela me dit évidemment qu'ils pensaient que c'était une utilisation bénéfique de leur temps et ils nous donnaient des commentaires en disant que cela les avait vraiment aidés. Et dans ces cas-là, j'utilise différents exemples pour permettre une meilleure compréhension. Les leçons retenues. Je pense que la première leçon retenue, c'est de commencer là où vous en êtes maintenant. Nous faisons un projet de démonstration ici avec Seastar. Donc, où nous en sommes aujourd'hui, c'est évidemment différent de quand nous avons commencé en 2012. Où nous en serons dans 2 ou 5 ans, cela sera encore différent. On pense toujours, oh, ce serait super si on pouvait offrir ce programme ou d'explorer cette voie ou une autre. Donc, il est vraiment important de commencer où vous en êtes parce que pour aller d'ici à là, il y a de nombreuses étapes à suivre. Peut-être que je ne peux pas suivre le groupe de soutien thérapeutique juste maintenant. Ou il y a des choses que je ne peux pas faire maintenant, mais je peux commencer par ceci. Donc, commencez encore une fois où vous en êtes. Soyez inspirés. J'ai tant de professionnels de la santé, surtout ici, dans un endroit plus rural, qui me disaient « Oh, moi, je n'ai pas ces ressources, vous avez besoin de venir où je suis. » Et je leur réponds « Soyez inspirés. » Il n'y avait aucun programme ici non plus lorsque j'ai commencé à travailler ici, donc d'évaluer les lacunes, cela doit être une source d'inspiration pour concevoir et élaborer des ateliers, par exemple. Et la façon dont on partage les informations et la façon dont on s'exprime va se modifier en fonction des programmes que vous souhaitez offrir. C'est la réalité des contraintes en fonction de l'environnement et du budget que l'on a. Donc les leçons retenues encore. De profiter des occasions de donner une rétroaction. Ne pensez jamais que votre présentation est absolument parfaite. Revenez-y toujours, améliorez-la, modifiez-la afin que chaque session et chaque séance, chaque atelier soit légèrement différent et adapté. Donc, efforcez-vous d'éliminer ou d'aplanir les obstacles, apportez les changements en fonction de la rétroaction reçue. Connaissez vos limites aussi. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est très important. Je présente cet atelier une fois par semaine, c'est-à-dire 4 jours par mois pour la planification, la coordination, l'évaluation et le fait de la présentation de ces ateliers. Mais si je répondais à toutes les demandes, cela pourrait prendre une ampleur importante. Je suis consciente que je ne pourrais pas répondre à tous les besoins. Donc, j'ai laissé aller en me posant la question de comment et qu'est-ce que je peux faire de façon réaliste et de faire bien mon travail. Donc, je suis toujours inspirée et j'amasse toujours la connaissance pour des occasions futures et j'essaye toujours de rester dans le présent en me disant qu'est-ce que je peux offrir et qu'est-ce que je ne peux pas offrir. L'autre chose, c'est que je lis des recherches et que je considère les besoins afin que je puisse référer les enfants à un réseau de professionnels, par exemple, si je ne peux pas les aider moi-même. C'est soyez indulgents. Tout d'abord, je ne suis pas une oratrice publique, une conférencière. J'ai beaucoup d'anxiété quand je dois parler en public. Quand j'ai commencé à faire ces ateliers, nous étions juste un petit groupe avec les clients de Seastar. J'étais vraiment concentrée sur mes notes et j'avais les nerfs en boule. Ce que j'ai réalisé en fait, c'est que les personnes qui s'occupent des enfants ne s'occupaient pas, si je disais ça vraiment de façon extrêmement précise. Ils avaient seulement besoin de l'information afin
de s'aider eux-mêmes et d'aider l'enfant. Donc ils ne s'attendent pas à ce que je sois parfaite. Et ces ateliers sont continus. Et quelquefois, je suis vraiment à fond dedans. Quelquefois, j'oublie de mentionner certains points, mais c'est quand même bon. Donc vous faites de votre mieux, mais soyez indulgents. Parce que ça n'est pas, je ne dois pas penser à moi-même au niveau de ces ateliers, pas du tout. Transmettez le contenu aux fournisseurs de soins, même s'il s'agit d'un groupe mixte de professionnels aidants. Les professionnels aidants, et surtout les commentaires qu'ils me donnent, même alors qu'ils sont conscients que ce sont des groupes pour les professionnels, ils ont des demandes précises. Ils veulent que je leur fournisse des exemples. Ils disent, oh, on devrait faire un tour de table au début, de donner les noms, de dire d'où on vient, de faire des petits exercices de groupe. Ceci paraîtrait logique si c'était un atelier destiné aux professionnels uniquement, mais comme c'est un groupe ou d'autres personnes qui prennent soin des enfants et que la considération de la sécurité perçue des gens est vraiment important et qu'ils ne veulent peut-être pas toujours partager leur histoire personnelle. Donc je fais attention à mes exemples pour que les personnes qui s'occupent des enfants puissent s'identifier, qu'ils puissent les aider et que les gens pensent ces exemples, que ces exemples sont pertinents, mais qu'il n'est pas d'effet déclencheur non plus. Encore une fois, les commentaires des participants, c'est que les exemples sont cruciaux afin qu'ils puissent comprendre bien l'information. J'explique bien la situation, mais ensuite je donne des histoires qui illustrent ce qui se passe et que les gens puissent se dire « Ah, voici ce dont elle parle ». Et qu'ils puissent s'identifier un petit peu mieux et qu'ils le pensent pertinent. D'être présent aux ateliers, ça peut se révéler être une expérience chargée d'émotivité pour les fournisseurs de soins. Quelquefois, les personnes peuvent s'emporter ou réagir trop fort par rapport à la situation en cause, surtout quand il y a des grands groupes. J'ai des groupes de 70 participants, des groupes mélangés. Donc il est difficile, même quand on dit aux gens qu'ils peuvent se retirer, sortir de la pièce et revenir ensuite, et qu'ils peuvent me poser des questions lors des pauses. Certaines personnes ont du mal à entendre cette information parce que c'est un groupe de personnes qui sont ici parce qu'ils ont subi quelque chose eux-mêmes et qu'ils se sentent complètement submergés et qu'ils ne savent vraiment pas par où commencer pour aider leur enfant. Donc il faut vous attendre qu'ils ne pensent pas avec une partie vraiment rationnelle du cerveau la plupart du temps, mais plutôt avec réagissent en fonction des émotions. Donc il faut faire de notre mieux et nous assurer que tout le monde se sente en sécurité. Mais attendez-vous bien que ce soit un espace aussi vraiment très émotif pour les gens. J'insiste toujours sur ce point que le contenu de l'atelier comporte bon nombre d'idées, de réflexions, de suggestions, mais qu'aucune ne sera la solution ou l'unique solution qui résoudra les problèmes des gens. Ce que je tente plutôt de faire, c'est de définir, voilà ce qui peut-être est en train de se passer avec votre enfant en fonction de la réponse au traumatisme et des symptômes développés. C'est de partager différentes idées afin d'aider les gens qu'ils puissent tolérer un petit peu mieux les émotions fortes qu'ils ressentent quand ils se ressentent en sécurité. Donc on travaille aussi beaucoup sur l'ancrage, de revenir dans l'ici présent. J'encourage vraiment les gens et je leur dis, ah, si cela sonne juste avec vous, donc conservez-le pour vous. Il y a certaines personnes qui reviennent me voir 6 mois plus tard et qui disent, je voudrais suivre ce même atelier encore une fois. Il y a beaucoup de parents, par exemple, qui participent et 2 ou 3 séances plus tard,
Ils amènent les grands-parents aussi. Donc on essaye de faire que ce soit aussi simple d'utilisation et pour une participation facile pour les différentes personnes. Comment progresser à partir d'ici? Ce que les participants voudraient, c'est plus d'ateliers d'exercice. C'est une chose d'entendre les informations, c'est une autre de la pratiquer de façon pratique avec leur corps ou avec les enfants par exemple. Donc, si j'avais des ressources financières illimitées, ce serait fantastique d'avoir des meilleures options de soins d'enfants. Surtout lorsqu'on donne des ateliers de 6h30 à 8h du soir. Pour les personnes qui ne peuvent s'occuper de faire garder l'enfant, les personnes qui s'occupent des enfants ont du mal à venir participer parce qu'ils n'ont personne pour s'occuper de l'enfant. De développer des ateliers pour renforcer les capacités professionnelles dans la collectivité ou des groupes de thérapie et de soutien. J'aimerais vraiment beaucoup développer cela. Et ça, c'est en fonction du nombre de professionnels de la santé qui demandent d'avoir ces services. Pour le moment, c'est au-delà de ce que nous pouvons faire, d'offrir des ateliers dans les collectivités rurales ou des collectivités qui présentent des besoins complexes. Ces collectivités peuvent être locales, mais lorsqu'il y a des besoins complexes, il y a peut-être des traumatismes intergénérationnels ou des collectivités qui n'ont peut-être pas confiance pour se présenter directement au centre de soins. Donc de rendre ces ateliers qu'ils soient plus disponibles pour ces personnes et qu'ils répondent mieux aux besoins des populations que nous tentons d'aider. De concevoir aussi un programme sur le web avec des diapositives, une vidéo de l'atelier. Donc c'est à moi de voir si je peux développer ces différents outils et d'avoir ces ateliers disponibles sur le site web et qui soient aussi définis en fonction du contenu. Si vous voulez ces idées, vous pouvez aller voir cet atelier, même des conférenciers différents. Et cela pourrait répondre aux besoins dans la collectivité rurale, par exemple, qui ont du mal à accéder les informations des professionnels de la santé. Je pense que j'ai terminé avec ma présentation. Nous avons encore 12 minutes avant d'arriver à 3 heures de l'après-midi. Je vais ouvrir maintenant la séance de la foire aux questions. Je crois que j'ai besoin d'un peu d'aide. Je ne suis pas certaine s'il y a des questions ou pas ici. Bon, il n'y a pas encore de questions, mais qui que ce soit qui ait des commentaires ou des questions, merci de commencer à les taper. Nous avons encore 12 minutes avant la fin de cet atelier. Ah, voilà. La question est que j'ai mentionné que j'avais eu jusqu'à 70 personnes dans un groupe. Et quelle est la capacité maximale de ces groupes? Pour nous, la capacité fonction de l'espace ou des salles que je peux avoir ici. Je pense que 70, cela faisait trop. J'avais besoin d'autres personnes pour m'aider à donner cet atelier, afin de m'assurer que les gens se sentent vraiment en sécurité si quelqu'un était lui-même déclenché par certaines des informations. Mais si ce sont des personnes qui s'occupent des enfants, je ne ferme jamais la porte. Si je peux recevoir 20 personnes dans une salle et si j'ai 25 personnes qui sont inscrites, je me débrouillerai pour trouver une salle plus grande. Mais cela dépend vraiment en fonction de
votre capacité de recevoir les gens pour ces ateliers? Je ne suis pas certaine si c'est la prochaine question. Combien de temps cela vous a pris de développer cette formation et de faire qu'elle soit connue? À chaque fois que j'ai des gens qui s'inscrivent pour les ateliers, j'entre leur nom sur une liste de courriels de distribution et j'envoie un courriel avec une copie cachée avec le lien web pour que les gens puissent accepter. Maintenant, j'ai plus de 200 personnes. Quelquefois, les gens téléphonent et me demandent s'ils peuvent être inscrits sur cette liste de distribution et autrement, je les dirige sur le site web du IWK. Comment j'ai commencé, c'était pour aider les personnels professionnels qui étaient dans la collectivité, s'ils avaient des questions précises. On n'en a pas fait des millions. La question suivante, c'est où est-ce que je tiens ces séances? La plupart sont au centre de soins IWK. Certaines des formations de pratique sont au centre local de Shabala, qui est juste à un pâté de maison de centre hospitalier où je suis. En principe, ces ateliers sont pour l'introduction à la méditation et pour le yoga spécifique au traumatisme. Au centre Shabala, c'est vraiment un espace doux et qui s'adapte très bien à ce genre de pratique afin que les gens puissent se sentir plus à l'aise et aussi pour rechercher du soutien au sein de la collectivité. Combien de temps durent les séances? Nous avons fonctionné de différentes façons. Nous avons tenu des ateliers pour toute une journée si les gens voulaient venir se déplacer. Mais ce que j'ai découvert, c'est que nombre de personnes disaient c'est trop long pour moi, c'est tout long pour mon chien. Donc maintenant, on fait des ateliers de 2 heures. Durant les mois d'été, on fait 2 sessions par exemple. On fait en principe une session par semaine durant 8 semaines. Qu'est-ce que vous pensez qui soit le plus utile et qui différencie cette formation par rapport aux autres formations sur le traumatisme? Le contenu est vraiment similaire à un nombre d'autres formations. L'information de base est la même. Je pense que la différence est parce qu'elle est plus définie en fonction des termes qui semblent pertinents pour les gens et auxquels ils puissent s'identifier. Par exemple, les soins plus spécifiques au traumatisme. Il y a des ateliers qui ne définissent pas bien ce qu'est le traumatisme. Et je pense aussi que la différence est à cause des différents exemples qui illustrent ce dont je parle. Je pensais au syndrome post-traumatique, par exemple, ou des groupes plus précis de personnes. Les parents de famille d'accueil ont compris, par exemple, qu'il se passe quelque chose avec l'enfant, mais ils ne comprennent pas que eux aussi puissent avoir une réponse émotive vraiment très importante et que en donnant ces ateliers, je leur explique quelles sont ces émotions, quelle est la fonction de ces émotions. Et j'essaye de pousser aux gens à avoir une curiosité indulgente au niveau des émotions qu'ils vivent. D'après ce que je connais, les gens, que ce soit les enfants ou les adultes, ces gens se sentent plus à l'aise et plus en sécurité d'aider quelqu'un à traverser leurs émotions s'ils sont eux-mêmes à l'aise avec leurs émotions. Donc je pense que c'est cette définition de différentes étapes concrètes qui fait la différence de mes ateliers. Je veux m'assurer de ne manquer aucune question.
Je pense que c'est tout pour les questions qui sont affichées maintenant. Si je vois maintenant d'autres questions, je vous en ferai part. Bon, j'ai une autre question ici. Je ne vois pas un calendrier de vos ateliers sur le site web. Quand seront les prochains ateliers? Les ateliers sont en cours pour le moment et jusqu'au 1er août. Si vous allez sur IWK Health Center, sur le site principal de l'hôpital, vous pourrez trouver un lien qui vous donnera le calendrier des ateliers pour une meilleure compréhension des traumatismes. On termine ces ateliers au début du mois d'août et j'enverrai à ce moment-là un nouveau calendrier. Souvent c'est à la fin du mois d'août ou début septembre qui vous montreront toutes les autres séances qui commencent fin septembre, octobre et jusqu'au début du mois de novembre. Vous devriez pouvoir trouver ceci sur le site web de IWK. Donc, il est maintenant 2h58. Il nous reste 2 minutes avant que ce webinaire se termine. Oh, regardez. Merci Jessica. Jessica Williams vient de mettre sur ce webinaire le calendrier actuel. Vous le verrez une fois que vous êtes sur le site web. Mais tout d'abord, nous partagions ce calendrier avec un PDF et nous étions tout simplement inondés par des appels, des courriels, quand est-ce que ça se passe, et je répétais constamment la même information. Donc, de mettre le lien direct sur le site web, cela nous a vraiment aidé, surtout au niveau de la perte de temps. Ou même d'établir le calendrier, le format. La première fois que je l'ai fait, cela m'a pris vraiment énormément de temps et c'était vraiment laborieux. Alors que maintenant, j'ai ce format que je réutilise. Donc en fait, le processus, je dirais que la première fois que vous développez des ateliers, c'est là où c'est le plus difficile puisqu'on commence tout depuis zéro. Et ensuite, vous vous améliorez, vous vous adaptez, vous êtes plus à l'aise. Et donc, vous pouvez vous concentrer un peu mieux sur le contenu et la façon dont vous le présentez. Est-ce qu'on est inscrit afin d'aider les professionnels? Le calendrier pour l'été, c'est spécifiquement pour les donneurs de soins. En principe, il y a 20 personnes par groupe.
Et c'est vraiment le contenu des ateliers est défini en fonction des questions que posent les gens. Et je reçois beaucoup plus de questions de la part de ceux qui s'occupent de l'enfant s'il n'y a pas de professionnels de la santé présents. Donc pour les professionnels, en principe, c'est au printemps et en automne, c'est compréhension du trauma, développer la pleine conscience afin d'aider les enfants. J'aime de toute façon développer différents ateliers en fonction des questions et des besoins. Je pense élaborer et concevoir un atelier qui soit plus spécifiquement pour les professionnels, au lieu de faire des groupes combinés. Vous pouvez bien sûr m'envoyer vos clients et les référer à ces différents ateliers. Donc il est maintenant 3 heures chez moi. Je ne suis pas certaine de ce que je dois faire maintenant pour arrêter le webinaire. Merci beaucoup à tous d'avoir été vraiment très attentifs, d'être intéressés. N'hésitez pas à m'envoyer des courriels. Je serai vraiment ravie de partager les informations que j'ai, les leçons retenues, et je suis vraiment toujours contente de pouvoir aider. Je pense que l'on peut dupliquer ces conseils que je donne ici qui peuvent être appliqués dans d'autres domaines. Donc, merci beaucoup.